Ils pensaient humilier un homme noir au tribunal, sans savoir que le karma devrait les rattraper. L'histoire de Samuel Dubois commence dans un quartier tranquille, où il mène une vie discrète mais stable, avec des valeurs de travail acharné et d'intégrité. Samuel est un père dévoué, offrant à ses enfants, Mariam et Khalil, une éducation fondée sur des principes de respect mutuel et de justice. Claire, sa femme, infirmière dévouée, partage cette vision d'un foyer calme et aimant, où chaque membre de la famille se soutient dans ses efforts. Samuel, bien qu'il ait dû faire face à des défis dans sa vie, a toujours trouvé une manière de faire face à l'adversité avec dignité. Pour lui, la famille représente tout ce qui est précieux, et chaque sacrifice qu'il fait pour eux vaut la peine, peu importe les difficultés. Ce jour-là, alors qu'il se rend dans le magasin de montres de luxe pour acheter un cadeau d'anniversaire à Khalil, Samuel est loin de se douter que sa vie va basculer. L'atmosphère du magasin est en contraste frappant avec son quotidien modeste. Les montres étincelantes sous les lumières vives semblent l'inviter à rêver d'un monde différent, un monde qui semble inaccessible mais qui, pour lui, est synonyme de l'ambition qu'il nourrit pour son fils, un jeune homme sur le point de franchir un nouveau cap de sa vie. Il choisit une montre élégante, de celles qui symbolisent la réussite, et espère pouvoir offrir à Khalil non seulement un cadeau, mais aussi un témoignage de son amour et de son sacrifice. Cependant, dès qu'il entre dans le magasin, les regards sont sur lui. Arthur, un vendeur jeune et arrogant, commence à le suivre, scrutant ses moindres gestes avec un mélange de suspicion et de condescendance. Samuel, pourtant habitué à faire face aux jugements externes, ressent immédiatement cette lourdeur dans l'air. Ce regard lourd de préjugés n'est pas nouveau pour lui, mais ce jour-là, c'est différent. Arthur ne le perd pas de vue un seul instant, suivant son trajet dans les allées étroites du magasin, scrutant chaque mouvement de Samuel comme s'il attendait qu'il fasse une erreur. Lorsque Madame Desmarais entre en scène, la situation prend une tournure dramatique. Cette femme de la haute société, vêtue de façon ostentatoire et entourée de son aura de richesse et d'influence, fait une remarque forte, comme si elle ne pouvait concevoir qu'un homme comme Samuel puisse être là avec des intentions honnêtes. Sans raison apparente, elle l'accuse, sur le champ, de tentative de vol. Sa parole, remplie de certitude et de mépris, éclipse la réalité des faits. Ce qui aurait pu être une simple accusation infondée devient un fait aux yeux des autres, soutenu par la position sociale de Madame Desmarais. La sécurité est appelée immédiatement, et Samuel, déstabilisé mais toujours calme, tente de se défendre. Mais l'inertie du système judiciaire, alimentée par des préjugés raciaux, transforme ces protestations en simple bruit de fond. Ce qui se déroule ensuite est un enchaînement de humiliations. Samuel, un homme respecté dans son quartier, se retrouve emmené par la sécurité du magasin, sous les yeux des clients. Certains se détournent, gênés ou indifférents, tandis que d'autres murmurent des jugements hâtifs. Samuel est emmené dans un monde qu'il n'a jamais imaginé. Loin des rues tranquilles de son quartier, il se retrouve plongé dans un système qui semble déjà avoir pris sa décision. L'arrogance du vendeur et la puissance sociale de Madame Desmarais l'enferment dans un cadre de culpabilité qu'il peine à défaire. La réaction de sa famille est immédiate. Claire, bouleversée mais pragmatique, met en marche tous les leviers possibles pour défendre son mari. Elle utilise ses contacts dans le monde médical, mais surtout son réseau humain, pour trouver un avocat compétent. C'est ainsi qu'Éric Delacroix, un jeune avocat prometteur, entre dans l'histoire de Samuel. Éric est tout à la fois sensible et brillant, et voit dans l'affaire de Samuel bien plus qu'un simple cas de vol. Pour lui, il s'agit d'une manifestation de l'injustice systémique à laquelle Samuel, comme tant d'autres, doit faire face au quotidien. Le procès s'ouvre dans une atmosphère tendue, avec une salle remplie de regards curieux et méfiants. Samuel prend place à la barre, son regard ferme et son port de tête droit, malgré la douleur intérieure qu'il ressent. La procureure, Valérie Tremblay, l'attaque sans relâche. Ses arguments sont faibles, mais elle se sert des témoignages des témoins et de Madame Desmarais pour construire un récit où Samuel devient une figure inquiétante. Arthur, quant à lui, décrit Samuel comme nerveux et agité, un comportement qui, selon lui, trahit une intention malveillante. Ce témoignage, sans fondement mais lourd de sous-entendus, sert à enfoncer davantage Samuel dans l'image du coupable. Éric, de son côté, se sert de l'élément le plus frappant de l'affaire, l'enregistrement des caméras de sécurité. Il démontre que Samuel n'a jamais eu l'intention de voler. Les images montrent un homme tranquille, parcourant les rayons, admirant les montres sans aucune intention criminelle. Le défenseur attaque de front le racisme sous-jacent de l'accusation, mettant en lumière les biais de Madame Desmarais et des employés du magasin.
Leur incapacité à percevoir Samuel comme un simple client les condamne. Samuel n'est pas un voleur, mais un homme pris dans les mailles d'une société qui préfère voir en lui un coupable plutôt qu'un père aimant cherchant à offrir à son fils un cadeau spécial. Mais au fur et à mesure que le procès avance, Samuel réalise que les membres du jury, bien que supposément impartiaux, sont profondément influencés par des préjugés raciaux. Dès le début, il ressent leur froide indifférence et l'injustice de leur regard, comme s'il était déjà coupable avant même que les faits ne soient examinés. Chaque question posée par l'avocat de l'accusation semble faire écho à une accusation tacite, fondée sur la couleur de sa peau et les stéréotypes qui y sont associés. Samuel, qui avait toujours cru en la justice, se trouve acculé par un système qui, au lieu de chercher la vérité, se sert de sa couleur de peau pour justifier une condamnation rapide. Il se sent pris au piège, comme un homme emprisonné dans une cage invisible, dont les barreaux sont faits de préjugés et de peurs irrationnelles. La salle d'audience, qui devrait être le théâtre de la vérité, devient un lieu de lutte contre des forces invisibles mais puissantes, un lieu où Samuel se bat non seulement pour sa liberté, mais aussi pour l'humanité de sa propre existence. Alors que la situation semble désespérée, que les regards des jurés deviennent de plus en plus accablants et que l'issue du procès semble scellée, un événement inattendu se produit. C'est Jérôme Desmarais, le fils de l'accusatrice, qui entre dans la salle d'audience. Son apparence soignée, sa posture confiante, et son air d'homme du monde créent une atmosphère de tension supplémentaire. Il s'avance vers le banc des témoins, mais au moment où ses yeux croisent ceux de Samuel, un silence lourd s'installe. Les deux hommes, pourtant séparés par des univers apparemment opposés, partagent un instant suspendu où tout semble se jouer. Puis, d'un coup, Jérôme brise ce silence de manière inattendue. « Je suis désolé », commence-t-il, la voix hésitante mais pleine de regret. « Ce que ma mère a dit n'était pas vrai. » La salle s'y fige. Même le juge semble sursauté par cette déclaration. Le procureur et l'avocat de la défense échangent des regards perplexes. Mais Jérôme, visiblement accablé, poursuit. « J'ai vu ma mère accuser un homme à tort. Elle croyait que, parce que vous étiez noir, vous veniez d'un milieu plus modeste, et qu'un homme comme vous ne pourrait pas s'offrir une montre de luxe. Je savais, au fond de moi, que ce qu'elle faisait était injuste. Mais j'étais trop effrayé pour intervenir à l'époque. Aujourd'hui, je ne peux plus garder le silence. » Les paroles de Jérôme frappent l'audience comme un éclair. Le juge, d'abord stupéfait, prend une pause avant de demander à Jérôme de clarifier ses propos. Jérôme révèle alors qu'il avait été présent au moment de l'incident. Il raconte comment, quelques jours avant l'accusation, il avait vu son propre père offrir la montre incriminée à sa mère, sans que Samuel n'ait eu la moindre interaction avec l'objet en question. Tout ce qui était arrivé était le résultat d'un malentendu amplifié par la peur irrationnelle de sa mère, mais aussi par les stéréotypes qu'elle nourrissait sur les personnes noires et leur place dans des environnements de luxe. L'impact de cette confession est immédiat et profond. L'accusation de vol contre Samuel est rejetée sur le champ, et la salle d'audience, qui semblait peser sur lui comme une condamnation, se transforme en un lieu de libération. Le juge ordonne sa libération immédiate, et Samuel, qui a vécu ces dernières heures dans l'incertitude la plus totale, respire enfin, comme s'il émergeait d'un long tunnel de souffrance. La procureure, prise de court, tente de retrouver ses mots, mais l'onde de choc qui traverse la salle semble éclipser toute défense. Mais les conséquences de cette révélation ne s'arrêtent pas au tribunal. Jérôme, dont le fardeau moral est soudainement devenu insupportable, prend des mesures drastiques pour réparer son erreur. Non seulement il démissionne de son poste dans l'entreprise familiale de sa mère, mais il annonce également qu'il s'engage désormais à travailler avec des organisations qui luttent contre les discriminations raciales. Son geste est un véritable acte de repentance, un effort sincère pour comprendre l'ampleur de l'injustice qu'il a ignorée pendant trop longtemps. C'est un début de transformation intérieure, et aussi une tentative de réparer les torts causés par le silence et l'inaction de trop nombreux témoins de cette injustice. Pour Madame Desmarais, la situation prend une tournure bien plus dramatique. Alors que son fils prend ses distances et cherche à réparer, la révélation de la vérité fait éclater un scandale public. Ses préjugés et son racisme devenu manifeste sont largement condamnés dans les médias, et sa réputation parmi ses pairs est gravement entachée. Elle, qui avait voulu utiliser sa position pour écraser un homme innocent, se retrouve elle-même dans le collimateur de la société. Les débats autour de ses actions deviennent un sujet brûlant dans les discussions publiques, soulevant des questions sur les inégalités sociales et raciales qui traversent même les cercles les plus huppés. Lorsque Samuel sort du tribunal, il est accueilli par une ovation silencieuse de la part des observateurs dans la salle.
Ceux qui avaient suivi son procès, sans forcément connaître la vérité, le voient désormais sous un jour nouveau. Il n'est plus simplement un homme accusé de vol, mais un homme qui a fait face à l'injustice avec une dignité inébranlable. Il devient le symbole d'une résistance silencieuse mais ferme contre les préjugés raciaux, une figure qui incarne la lutte pour la reconnaissance de la dignité humaine dans un monde où l'apparence et la classe sociale semblent souvent décider du sort des individus. Alors qu'il rentre chez lui, entouré de sa famille, Samuel regarde ses enfants et, d'un ton calme mais empreint de sagesse, prononce ces mots simples mais puissants. Ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Ces mots, chargés d'espoir et de détermination, marquent non seulement la fin de cette épreuve, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour Samuel et sa famille. Ce qu'il a traversé ne sera jamais oublié, mais c'est à partir de ce moment qu'il pourra véritablement reconstruire sa vie, en sachant qu'il a confronté les ténèbres avec lumière et force.